Nous sommes une équipe de détection et d'intervention précoce, donc nous avons le mot équipe, donc nous allons nous le relayer. Nous ne sommes pas venus tout seuls là-haut dans l'Assemblée. Vous pourrez aussi leur poser des questions. Nous avons le restant de l'équipe, des psychologues et l'assistante sociale. Juste pour rectifier, Monsieur Roca, nous n'avons pas la prétention d'être une équipe mobile à destination de gestion pour les adolescents. Il y a une équipe qui existe pour ça. Par contre, nous répondons à une demande d'évaluation et d'accompagnement qui peut en effet concerner des personnes de 15-16 ans. Voilà. Sur la demande du pédopsychiatre. Nous reprendrons tout à l'heure. Qui a dit que ça ne marchait pas bien? Ça marche du premier coup. Alors nous sommes partis au départ d'un constat qui est l'apparition de l'émergence de la notion de prodrome dans les années 80. En premier lieu, les prodromes de la rechute qui vont peut-être plus parler à certains dans la salle quand on a constaté des comportements bizarres, des idées magiques, des pertes d'appétit, des troubles du sommeil. Et pour nous, ce qui était important d'évaluer, c'était les prodromes de l'entrée dans la maladie qui sont plus insidieux, qui sont plus à bas bruit. Et c'était là-dessus que le docteur Hamdam s'était penché sur la question qu'est-ce qui existe comme outil, qu'est-ce qui permet de détecter et d'évaluer ça. Derrière, avec l'objectif de voir ce taux de transition vers une pathologie déclarée, de le diminuer. Voilà. Donc, le constat de la littérature, c'est qu'actuellement, des jeunes qui viennent en consultation, qui sont demandeurs d'aide, qu'on appelle ici les help seekers, montrent qu'un tiers à peu près de ces jeunes sont à risque de présenter un état mental susceptible de transiter vers une pathologie psychotique. Et cela représente à peu près 30 à 40% de ces demandeurs. Comme on l'a vu avec une apparition de la pathologie après les premiers symptômes, ce matin ça a été dit vers à peu près 2 à 5 ans après les premiers symptômes. Donc tout ça, c'est ce qui risque d'être arrivé s'il n'y a pas de prise en charge spécifique mis en œuvre en amont. Donc notre but de faire baisser ce taux de transition, c'est de pouvoir, dès l'évaluation qui confirmerait ce besoin, mettre en place un suivi intensif. Avec le docteur Hamdam, donc, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui existait actuellement? Et donc nous avons participé, enfin, elle plus que moi, à beaucoup de journées d'intervention précoce, au JPJAD, à des colloques, savoir ce qui existait. Et ce qui ressortait des recherches, c'est que dans la Nouvelle-Aquitaine, dans le centre, il n'existait pas grand-chose. C'était un peu le vide. Donc, du coup, nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Qu'est-ce que nous allons pouvoir créer? Qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre en place afin de nous adresser à ces personnes, à ces jeunes, et savoir les repérer, les détecter et les accompagner? Ouais. Donc oui, on m'entend? Oui, c'est bon. Donc voilà, on est une équipe qui essaie de détecter donc, des jeunes de 16 à 25 ans qui présentent donc un risque de transiter vers une psychose. Donc pour parler de ces jeunes, l'appellation anglaise c'est ultra high risk, donc on pourrait traduire par ultra haut risque mais aussi état mental à risque, les deux appellations correspondent. Et voilà, donc c'est un terme qui a été développé par les équipes de McGorry dont le professeur Oliac a parlé ce matin en Australie et qui définit du coup grâce à l'échelle d'évaluation de la CARMS, qu'on va développer un petit peu plus tard, donc ces 3 catégories définies comme étant à ultra haut risque de psychose. Donc, dans ces 3 catégories, il y a donc un premier groupe qui est le groupe de vulnérabilité. Donc, ce sont des jeunes qui présentent donc une baisse de fonctionnement. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises dans la journée. Hein, c'est des ruptures de parcours, des ruptures de fonctionnement. Donc, des gens qui travaillaient bien à l'école et puis qui d'un coup ont du mal, décrochent, voilà, donc des choses qu'on connaît tous. Et ça, donc, effectivement, ça peut correspondre à l'adolescence. Ça conjoint donc à une histoire familiale de psychose. Et donc ça veut dire des antécédents de psychose, de schizophrénie dans la famille, dans les membres de la famille au premier degré. Voilà. Ces individus donc, peuvent être du coup considérés comme étant à ultra haut risque de psychose, ainsi que les jeunes adultes qui présentent, ou les jeunes adultes adolescents qui présentent voilà, une personnalité de type schizotypique. On pourra en parler plus tard. Le deuxième groupe, donc, c'est le groupe de psychose atténuée. Donc, ce sont des personnes qui présentent des symptômes psychotiques, mais de manière soit insuffisamment fréquente ou insuffisamment intense pour qu'un diagnostic de schizophrénie puisse être diagnostiqué. En revanche, voilà, les symptômes sont là,
ils existent et donc nous, c'est auprès de ces personnes qu'on s'attarde. Le troisième groupe, c'est le groupe qu'on appelle donc BLIPS, donc c'est des individus qui ont présenté qui ont eu une expérience de symptômes psychotiques francs, mais de manière brève. D'ailleurs, c'est ce que dit le B de Brief. Donc ces symptômes qui ont donc disparu au bout de 7 jours et spontanément, donc sans traitement. Voilà, ces jeunes donc aussi font partie du coup de la catégorie ultra haut risque à la CARMS. Voilà, donc nous on travaille donc auprès de jeunes de 16 à 25 ans qui présentent au moins un symptôme. Alors il y a les sujets ultra haut risque et il y a aussi les sujets premier épisode psychotique. Donc ce sont les jeunes qui ont une expérience d'état psychotique aigu sur l'année passée qui a duré pendant moins d'1 an et qui surtout ont eu un traitement pendant moins de 6 mois. Donc ces personnes sont donc considérées comme ayant eu un premier épisode psychotique, mais évidemment pas, il n'y a pas assez de recul pour parler de schizophrénie à ce stade. Mais nous, on va donc proposer une prise en charge également à ces personnes-là. Voilà. Donc l'évaluation par la CARMS, que nous on fait passer par délégation médicale au sein de l'équipe d'intervention précoce, donc elle se passe par un entretien semi-structuré, donc ça veut dire qu'on a un bon dossier avec pas mal de questions, donc c'est une évaluation qui est assez longue. Entretien semi-structuré, ça veut dire que voilà, on s'appuie sur une trame de questions, donc il y en a 93 qui sont répartis dans différents items qui abordent la psychopathologie générale et donc sur laquelle évidemment dans la psychopathologie générale on a évidemment des items qui concernent les symptômes psychotiques et les symptômes des états mentaux à risque. Donc nous dans notre équipe on dit qu'on staffe, mais donc du coup on évalue les personnes qui se présentent à nous en équipe et on essaye donc de les orienter au mieux, parce qu'on fait donc de la prise en charge, mais la détection vise aussi à orienter, c'est-à-dire que nous on va proposer un suivi qu'on va décrire un petit peu plus loin aux patients qui sont soit dans la catégorie d'ultra haut risque, soit dans la catégorie premier épisode psychotique, mais bien sûr l'objectif de la détection c'est de pouvoir orienter vers les soins les plus adaptés et de faire avec ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on travaille au sein du CHS Quirol qui a tout un tas de services et de professionnels qualifiés. Et donc voilà, on peut aussi servir un petit peu de plateforme pour orienter les patients et les accueillir vite. Voilà. Ce qui n'est pas dans la slide, mais qu'on peut dire, c'est que voilà, on a pour objectif de détecter vite, c'est-à-dire de rencontrer rapidement les jeunes qui nous sont orientés, puisque on s'inscrit donc dans cette démarche de ne plus perdre de temps en fait, et de répondre rapidement à une demande, puisqu'on sait à quel point la perte de temps est une perte, on va dire, de chance pour les jeunes. Alors voilà, ça a déjà été dit dans la journée, ça marche mieux là. Les symptômes, bien souvent, apparaissent 2 à 5 ans avant que le patient soit hospitalisé, soit vraiment identifiable. Voilà, donc ça veut dire que ces symptômes, ils ont tendance à croître de manière insidieuse. Ça veut dire que voilà, nous, notre expérience nous a montré à quel point il y a davantage de décompensations qui se font de manière insidieuse et petit à petit et de manière du coup très dure à détecter que de manière que de coups d'éclat et de patients qui arrivent d'un coup sans signe annonciateur. Ça, c'est beaucoup plus rare. Ça existe aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà, alors ce tableau que le professeur Oliac d'ailleurs avait utilisé ce matin, nous, il fonctionne bien avec nous parce qu'il permet de bien quadriller notre zone d'intervention. Donc c'est vrai que là, on voit la phase prodromique qui est donc les signes annonciateurs. Hein, on peut traduire un petit peu comme ça. Il y en a 2 types, c'est ce que je vous ai dit sur les différents types d'états mentaux à risque. Donc il y a ceux qui ont des symptômes aspécifiques, mais conjoints à une vulnérabilité génétique, un déclin psychosocial. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie gauche, plutôt orange clair. Et donc la phase un petit peu plus tardive, où on voit donc les symptômes psychotiques atténués, donc infraliminaires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ainsi que les blips, donc ceux qui ont connu un pic, avec donc un état délirant franc, mais résolutif. Donc ça veut dire que c'est passé par la suite. Et donc nous, on intervient tout pile dans cette zone, y compris dans les psychoses émergentes, donc au début de la maladie. Parce que voilà, quand il y a un état transité, on prend en charge donc sur 2 ans les patients qui nous sont adressés,
en premier épisode psychotique ou en UHR. Donc on se donne 2 ans de prise en charge. Au bout des 2 ans, on passe la main, mais au bout des 2 ans, il peut se passer tout un tas de choses. Il peut y avoir une rémission totale. Il peut y avoir effectivement la transition vers une pathologie chronique qu'on connaît tous très bien. Et du coup, on pense que notre prise en charge a son intérêt aussi, puisque ça permet de maintenir l'alliance, de favoriser le suivi et de limiter les risques de rupture de soins, ce qui est aussi très important. Et voilà ce qu'on peut dire pour ça. Voilà, donc là on a un petit tableau qui précise un petit peu donc, les différents types de prodromes, d'indicateurs. Donc il y a ceux qui ne sont pas spécifiques et du coup qu'effectivement à l'adolescence peuvent passer tout à fait inaperçus, hein, comme le retrait social, les troubles du sommeil, la baisse de la motivation, et d'autres qui sont souvent plus tardifs et qui sont en général plus faciles à repérer puisque voilà, les expériences perceptives inhabituelles, donc un jeune qui va commencer à non pas avoir des hallucinations auditives, mais à entendre peut-être des murmures. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles qu'on va chercher à savoir, on va essayer d'échanger avec eux à propos de ça. Ça veut dire qu'on va poser les questions franchement. Hein. Pour le coup, notre entretien il vise à poser ces questions qu'on poserait pas habituellement et d'aborder des thématiques qui sont pas habituelles. Donc à ce moment-là, si on arrive à repérer ça, on essaie de savoir depuis quand ça dure, quand est-ce que ça a commencé, si c'est toujours d'actualité. Voilà, parce que dans l'ultra haut risque, il faut savoir que c'est un état qui est transitoire. Donc on parle d'état mental à risque et d'ultra haut risque puisque justement ils sont jeunes et ils sont à l'âge du coup où les changements se font dans le cerveau et donc ils n'ont pas forcément eu l'occasion, enfin ils n'ont pas beaucoup d'expérience sur leurs propres symptômes, mais par contre ils sont a priori en train de les vivre, donc c'est à ce moment-là plus vite on en parle, plus c'est facile pour eux d'en parler justement. Alors au niveau de l'intervention, donc les objectifs et les spécificités de notre équipe. Donc l'idée c'est vraiment d'intervenir rapidement, donc en proposant un entretien médical et une évaluation pour orienter le plus tôt possible, soit un suivi par notre équipe, soit un suivi on va dire plus classique. L'idée c'est de réduire au maximum, pardon je suis désolée, on s'entend en écho, c'est un peu difficile, je suis désolée. L'idée, c'est de réduire au maximum la durée de la phase prodromale pour les UHR ou de réduire la durée de psychose non traitée pour les PEP. On a un rôle préventif, évidemment, puisque l'idée, c'est de réduire le handicap fonctionnel et l'impact psychosocial, c'est-à-dire l'impact sur la vie en général, le travail, les études, le maintien dans le milieu, etc. Du coup, notre suivi il est quand même intensif et hors des murs de l'hôpital. Ça, c'est vraiment une de nos spécificités, parce qu'on va vraiment essayer d'aller à la rencontre des jeunes et éviter au maximum qu'eux viennent nous voir à l'hôpital. Après, il y en a certains qui continuent à venir voir à l'hôpital parce qu'ils préfèrent faire comme ça, mais on va aller les rencontrer vraiment dans leur milieu. Donc ça nous arrive d'avoir des entretiens dans des parcs, dans des cafés, on va les voir à la sortie de la fac, on va aller voir chez eux s'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre travail, nous, d'infirmiers. Et on va, dans l'équipe, utiliser beaucoup aussi de thérapies non médicamenteuses. Donc notre travail est centré autour de la gestion du stress et des émotions. On peut proposer des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation cognitive, enfin voilà, tout par rapport à ce qu'il y a de disponible dans le plateau technique. Du coup, on a une équipe pluridisciplinaire, donc composée à temps plein de deux infirmiers et d'une neuropsychologue. Et à temps partiel, on a 2 temps de psychiatre, un temps de cadre de santé, un temps de psychologue, un temps d'assistance sociale et un temps de secrétaire. Donc on utilise le case management et sur le DIP, c'est les infirmiers, c'est-à-dire Maxime et moi qui avons ce rôle. Comme ça a été dit plus tôt, le case management, c'est vraiment un rôle pivot, c'est le fil conducteur de la prise en soin et l'interlocuteur privilégié du jeune et de sa famille. L'idée, c'est de faciliter l'alliance thérapeutique avec le patient et sa famille. Alors, on rencontre vraiment
les proches, c'est-à-dire que c'est le jeune qui va nous dire s'il veut qu'on rencontre ses parents, son conjoint. Voilà, on va vraiment à la rencontre en fonction de eux, ce qu'ils nous demandent. Et aussi, on répond aux demandes des familles quand on en a. L'idée, c'est de coordonner les objectifs et le parcours de soins, de faire un projet individualisé et personnalisé en fonction des besoins. On est mobile et on se rend disponible. On utilise beaucoup nos smartphones et tous les outils technologiques à notre disposition, comme WhatsApp par exemple, ou les réseaux qui nous permettent d'être en lien vraiment avec des outils des jeunes et utilisés par les jeunes. On essaye d'avoir une dynamique qu'on appelle youth-friendly, c'est-à-dire qu'on vraiment on se met vraiment à disposition des jeunes avec, on essaye de parler leur langage en fait. Voilà, c'est-à-dire que on va s'intéresser à des sujets qui peuvent les intéresser, comme par exemple les jeux vidéo, des choses comme ça. Donc on se tient à jour sur tous ces sujets-là. Et on propose un suivi au long cours, donc on propose un suivi de 2 ans. Alors au début du suivi, on peut être amené à les suivre 1 fois par semaine, donc c'est quand même assez intensif, parfois même 2 fois s'ils en ressentent le besoin. Donc on est assez flexible, on va essayer de répondre au plus proche de la demande. Du coup, comme je le disais, on les rencontre dans des cafés, à l'université, dans des parcs, à domicile. On s'adapte à leurs besoins. Et on propose aussi des travaux de groupe. Donc on propose des groupes jeux, on a un groupe tennis pour travailler sur les habiletés sociales, et sur la reprise d'une activité physique. On propose un groupe d'estime de soi bientôt et on travaille sur un projet d'ETP. Alors vous avez pu voir, l'équipe elle commence à être conséquente, mais au départ de la mise en œuvre, où on n'avait que 0,5 ETP des 2 infirmiers, que moi 0,1, très peu de temps social, neuropsycho en lien avec le C2RL, il a fallu quand même se poser la question comment se faisait l'adressage, comment on pouvait se faire connaître. Donc avec le docteur Hamdam, on a pris notre bâton de pèlerin et nous avons commencé par nous faire connaître en intra. Donc nous avons été dans toutes les unités du centre hospitalier Esquirol, avec Lucie et Maxime aussi, pour nous faire connaître, pour expliquer, des unités d'accueil d'évaluation comme Morel, le C2RL avec qui on continue toujours à travailler en partenariat particulier parce qu'ils ont aussi les outils, l'accompagnement pour permettre d'intégrer, reprendre des études, d'intégrer des formations, avec le pôle universitaire de psychiatrie adulte, personnes âgées et addictologie, notamment l'ELSA, parce que vous savez, nos jeunes, ils ont des conduites addictives. Donc ces conduites addictives, ça nécessite aussi des spécialistes pour les prendre en charge. L'équipe ambulatoire de proximité, le pôle universitaire de psychiatrie enfants, adolescents, périnatalité, avec qui nous travaillons en bonne collaboration, qui nous demandent pour des évaluations et quelques suivis en collaboration. Le pôle des usagers, qui déjà à l'époque, on avait été présenté avec le docteur Hamdam, nous avions présenté auprès de Robert Costanzo le dispositif. Ça a été refait il n'y a pas très longtemps, je crois, avec toi, Lucie et Marine. Voilà, les unités temps plein, le service social. Et cette importance du réseau, il est à souligner dans la continuité. Donc, ce qu'on a fait un jour, le lendemain est très vite oublié. Donc, il faut recommencer. C'est un travail perpétuel. Il faut à nouveau se mettre à jour et se faire connaître. Sur l'intra, on fait ça assez quotidiennement. Sur le réseau en extra, c'est un peu plus compliqué, mais plus compliqué parce qu'il faut trouver du temps, plus compliqué parce qu'il faut que les acteurs qui nous reçoivent aient le temps de le faire. Donc nous avons rencontré des médecins traitants, des psychiatres libéraux, la maison des adolescents. Pareil, c'est un travail qui est difficile, qui prend du temps et qu'il faut à nouveau construire et reconstruire. Voilà, ce qui aide aussi au quotidien, c'est notre création sur les réseaux sociaux. Alors je remercie notre neuropsycho qui est très active là-dessus, qui maîtrise bien ces outils. C'est la plus jeune d'entre nous. Et qui nous permet d'être bien diffusé. Et Lucie l'avait souligné aussi, depuis qu'on a pu acquérir les smartphones, dans l'échange des messages, des messengers, des WhatsApp, c'est vrai que garder le lien avec les jeunes et être à disposition, c'est beaucoup plus facile aussi.
Alors, le constat, on avait tout à l'heure, la première carte était en 2017, et là en 2018, où cette carte reprend Limoges. On commence à apparaître, mais on n'en est encore qu'à l'étape de création, mais on commence à se faire connaître. Au jour d'aujourd'hui, en 2021, on commence à être implanté et on commence à avoir une équipe qui, en termes de TP, est plutôt bien, même si on aimerait augmenter notre activité au niveau infirmier. Tiens. Oui, donc pour l'avenir, mais en fait, c'est déjà commencé. Il y a une branche de l'EDIP qui s'est ouverte en Creuse. Donc, il y a un ETP, un infirmier, donc, qui a le même poste que Lucie et moi. Et donc, on crée des groupes. Donc, Lucie en a parlé tout à l'heure. On travaille sur un programme d'éducation thérapeutique aux patients. Voilà, donc ça, je pense que ça va être très intéressant pour l'avenir. Et on va bientôt ouvrir un groupe estime de soi, puisque on sait que c'est quelque chose qui est difficile, qui aide à travailler chez ces jeunes, notamment. Et il y a aussi plusieurs projets de recherche qui sont en cours. Donc avec la FPQ de 16, qui est un outil qui pourra servir aux médecins généralistes à détecter, du coup, justement, de manière précoce, les troubles émergents. Et donc un travail sur le tennis, voilà, parce qu'on se doute que l'activité physique aide à maintenir une bonne santé mentale. Alors, ne fait pas tout, mais ça aide. On cherche à le valoriser, à le prouver. Et voilà, il y a aussi la cohorte rétrospective. Mais ça, on parle avec Marine parce que moi, je ne sais pas.